Une famille pique-niquait au parc de la Tête d'Or à Lyon par une belle journée de septembre 2008. Les rires des enfants résonnaient près du lac, les grands-parents savouraient ce moment parfait quand soudain, le plus jeune disparaît. Théo Dubois, 6 ans, s'évapore littéralement sous les yeux de sa famille. Malgré des recherches intensives impliquant des centaines de personnes, aucune trace du petit garçon ne fut jamais retrouvée. Mais 15 ans plus tard, lors de la démolition d'une maison abandonnée dans la banlieue lyonnaise, les ouvriers font une découverte qui va révéler la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Théo ce jour-là. Avant de continuer avec l'histoire de Théo, si vous appréciez les affaires mystérieuses comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons à Lyon et découvrons comment tout a commencé. Lyon, la 3e plus grande ville de France, est réputée pour ses parcs magnifiques et son atmosphère familiale. Le parc de la Tête d'Or, avec ses 117 hectares de verdure au cœur de la ville, représente un véritable poumon vert où les familles lyonnaises aiment se retrouver les week-ends. Ses allées ombragées, son lac scintillant et ses vastes pelouses en font l'endroit idéal pour les pique-niques dominicaux. C'était exactement ce que recherchait la famille Dubois en ce samedi 13 septembre 2008. Pierre Dubois, 42 ans, ingénieur chez Renault Trucks, avait organisé ce pique-nique pour célébrer les 50 ans de mariage de ses parents, Henri et Marguerite Dubois. Sa femme Claire, 39 ans, institutrice dans le 3e arrondissement, avait préparé avec soin un panier rempli des plats préférés de la famille. Leurs 3 enfants étaient excités par cette sortie familiale. Emma, l'aînée de 12 ans, était une adolescente responsable qui adorait s'occuper de ses petits frères. Jules, 9 ans, passionné de football, avait apporté son ballon dans l'espoir de convaincre son grand-père de jouer avec lui. Et puis il y avait Théo, le petit dernier, 6 ans depuis seulement 2 mois. Théo était un enfant particulier. Ses grands yeux bleus pétillaient constamment de curiosité, et ses boucles blondes encadraient un visage angélique qui cachait un esprit aventureux. Il avait cette façon unique de voir le monde qui amusait et inquiétait parfois ses parents. Théo parlait aux animaux comme s'ils pouvaient lui répondre, ramassait des cailloux magiques et inventait des histoires extraordinaires sur tout ce qui l'entourait. « Maman, tu crois que les canards du lac comprennent le français ?» avait-il demandé pendant le trajet en voiture, son petit nez collé contre la vitre. Claire avait souri en croisant le regard attendri de Pierre dans le rétroviseur. C'était tout Théo, cette innocence merveilleuse qui transformait chaque sortie en aventure. La famille Dubois était bien connue dans leur quartier de la Croix-Rousse. Pierre, homme discret mais chaleureux, était apprécié de ses collègues pour sa fiabilité et son sens de l'humour. Claire, avec sa patience légendaire forgée par des années d'enseignement, était le pilier émotionnel de la famille. Les grands-parents Dubois, Henri, ancien mécanicien, et Marguerite, ancienne couturière, étaient des figures respectées du quartier, toujours prêts à rendre service aux voisins. Ce jour-là, ils avaient choisi un emplacement près du lac, sous les grands platanes qui offraient une ombre bienfaisante. Henri avait insisté pour porter le panier malgré ses 73 ans, tandis que Marguerite distribuait déjà les conseils bienveillants qui caractérisaient les grands-mères françaises. L'atmosphère était parfaite, baignée de cette lumière dorée de fin d'été qui rend les moments familiaux si précieux. Le pique-nique avait commencé de manière idyllique. Marguerite avait étalé la grande nappe à carreaux rouges et blancs, celle qu'elle utilisait depuis des décennies pour les sorties familiales. Pierre et Henri s'étaient lancés dans leur rituel habituel, discutant de football, tout en surveillant d'un œil les enfants qui couraient sur la pelouse. Claire avait disposé avec soin les sandwichés au jambon de Bayonne, les tomates cerises du jardin de Marguerite, le fromage de chèvre acheté au marché de la Croix-Rousse et bien sûr la tarte aux pommes que Théo réclamait depuis le matin. L'enfant avait une obsession pour cette tarte, au point de demander chaque jour si c'était le jour de la tarte aux pommes. « Grand-père, tu veux jouer au foot avec moi ?» supplia Jules, tenant son ballon contre sa poitrine. Henri, malgré ses articulations qui protestaient, ne pouvait jamais résister aux demandes de ses petits-fils. « D'accord, mais juste 5 minutes. »
répondit-il en se levant avec précaution. Tes vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient. Emma, assise près de sa grand-mère, feuilletait un magazine de mode tout en gardant un œil sur Théo, qui observait un groupe de canards près de la rive. L'enfant était fasciné par les oiseaux aquatiques et leur façon de glisser sur l'eau comme s'ils dansaient. « Maman, est-ce que je peux donner des miettes aux canards ?» demanda Théo, ses petites mains déjà pleines de morceaux de pain. « Bien sûr, mon chéri, mais reste près du bord et ne t'éloigne pas, » répondit Claire machinalement, occupée à servir les boissons. C'était exactement 15h20 quand Théo s'approcha du lac. Pierre se souvenait précisément de l'heure car il venait de regarder sa montre, calculant mentalement combien de temps il pourrait encore profiter du parc avant que la température ne commence à baisser. Théo lança ses premières miettes au canard, riant de joie quand les oiseaux se précipitèrent vers lui. « Regardez, ils me connaissent !» cria-t-il vers sa famille. C'est à ce moment qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un chat roux, maigre et visiblement abandonné s'était approché des canards. L'animal semblait affamé et fixait les oiseaux avec une intensité qui inquiéta immédiatement Théo. L'enfant, avec sa sensibilité particulière aux animaux en détresse, ne pouvait pas supporter l'idée que le chat puisse faire du mal au canard. « Non, mon chat, ce ne sont pas tes amis pour le dîner, » dit-il en s'approchant de l'animal. Le chat, surpris par la voix de l'enfant, tourna la tête vers lui, révélant des yeux verts perçants et un pelage terne qui témoignait de semaines de vie sauvage. Au lieu de fuir, le chat sembla reconnaître en Théo une âme bienveillante. Il s'approcha lentement, émettant un miaulement plaintif qui serra le cœur du petit garçon. Théo, oubliant instantanément les consignes de sa mère, s'accroupit et tendit la main vers l'animal. « Tu as faim, toi aussi? J'ai du jambon, tu sais. » Le chat, méfiant mais désespéré, s'approcha encore. Puis, soudain, il fit demi-tour et commença à s'éloigner vers la partie plus dense du parc, celle où les arbres étaient plus serrés et où les familles s'aventuraient rarement. Théo, dans son innocence et sa compassion naturelle, interpréta cela comme une invitation. « Tu veux me montrer où tu habites ?» murmura-t-il en se levant. Emma, qui avait levé les yeux de son magazine au moment exact où Théo se dirigeait vers les arbres, cria « Théo, où tu vas ?» Mais l'enfant était déjà en train de disparaître entre les troncs, suivant le chat roux qui semblait connaître parfaitement les sentiers cachés du parc. Emma se leva d'un bond, alertant immédiatement ses parents. « Papa, Théo suit un chat vers les bois !» Pierre laissa tomber son sandwich et se précipita vers la zone où sa fille pointait du doigt. Claire était déjà debout, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Henri et Jules abandonnèrent leur jeu de football et coururent à leur tour. Ils atteignirent la lisière de la zone boisée en moins de 30 secondes, mais Théo avait déjà disparu. Pierre appela son nom à plein poumon, sa voix résonnant entre les arbres centenaires du parc. « Théo, Théo, reviens ici tout de suite !» Seul le silence lui répondit, entrecoupé par le bruissement des feuilles dans la brise de septembre. Le chat roux avait également disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les minutes qui suivirent se transformèrent en cauchemars éveillés pour la famille Dubois. Pierre et Henri s'enfoncèrent immédiatement dans les bois, appelant Théo à tue-tête, tandis que Claire restait près du lac avec Marguerite et les enfants, au cas où le petit garçon reviendrait de lui-même. Très vite, d'autres familles présentes dans le parc se joignirent aux recherches spontanées. Le parc de la Tête d'Or, habituellement paisible, résonna des appels désespérés, de dizaines de voix criant le nom de Théo. Des joggeurs, des promeneurs, des parents avec leurs enfants. Tous interrompirent leurs activités pour participer aux recherches. À 16h15, soit moins d'une heure après la disparition, Pierre prit la décision qui allait transformer cette journée familiale en tragédie nationale. Il appela le 17 depuis son téléphone portable, les mains tremblantes. « Allô, police secours, mon fils de 6 ans a disparu au parc de la Tête d'Or. Il s'appelle Théo Dubois, il a des cheveux blonds bouclés, il porte un t-shirt bleu avec un dinosaure et un short beige. » L'opératrice, entraînée à gérer ce type d'urgence, déclencha immédiatement le protocole d'alerte enlèvement. En moins de 20 minutes, le parc fut envahi par les forces de l'ordre. La police nationale, les pompiers, la police municipale de Lyon,
Tous convergèrent vers le parc de la Tête d'Or avec une efficacité qui impressionna et terrifiait à la fois la famille Dubois. Le commandant Vincent Lacroix, responsable de la brigade des mineurs de Lyon, prit personnellement en charge l'affaire. Homme de 50 ans, avec un visage buriné par des années d'enquête difficiles, il avait cette capacité rare de rester professionnel tout en conservant une humanité réelle dans ses relations avec les familles en détresse. « Monsieur Dubois, dit-il en s'approchant de Pierre, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé, minute par minute. » L'interrogatoire, mené avec délicatesse mais précision, révéla les derniers instants de Théo. Emma, bouleversée mais courageuse, décrivit le chat roux et la direction qu'avait prise son petit frère. Jules, les larmes aux yeux, confirma qu'il jouait au football avec grand-père et qu'il n'avait rien vu d'anormal. Les recherches s'intensifièrent à mesure que la nuit tombait. Des équipes cynophiles arrivèrent avec leurs chiens spécialement entraînés pour retrouver des personnes disparues. Les bergers allemands et les malinois parcouraient méthodiquement chaque centimètre du parc, leurs truffes au sol, cherchant l'odeur caractéristique de Théo. Le lac fut dragué dans la soirée, une opération qui glaça le sang de Claire. Voir les plongeurs équipés de lampes sous-marines explorer les eaux troubles du lac représentait la matérialisation de ses pires cauchemars. Marguerite, habituellement si forte, s'effondra en larmes quand les projecteurs illuminèrent la surface de l'eau, créant des reflets fantomatiques qui semblaient danser sur les rides provoquées par les équipes de secours. Les médias locaux arrivèrent dès le lendemain matin. France 3 Rhône-Alpes fut la première chaîne à diffuser un reportage sur la disparition de Théo, montrant des images du parc bouclé par les forces de l'ordre et des interviews poignantes avec Pierre et Claire. « On lui a toujours dit de ne pas s'éloigner », expliquait Claire face à la caméra, son visage ravagé par l'angoisse et le manque de sommeil. « Mais Théo, c'est un enfant sensible. Il ne peut pas voir un animal en détresse sans vouloir l'aider. Ce maudit chat l'a attiré quelque part. » Le commandant Lacroix organisa des battues impliquant jusqu'à 300 volontaires certains jours. Des retraités, des étudiants, des parents terrifiés à l'idée que la même chose arrive à leurs propres enfants, tous ratissaient systématiquement les 117 hectares du parc et les zones environnantes. L'hypothèse d'un enlèvement fut rapidement privilégiée quand les recherches dans le parc ne donnèrent aucun résultat. Des barrages routiers furent installés sur toutes les sorties de Lyon. Les gares et l'aéroport furent surveillés et l'alerte enlèvement fut diffusée sur toutes les chaînes de télévision françaises. Des témoins se manifestèrent par dizaines. Une femme âgée affirmait avoir vu un homme suspect près des toilettes publiques du parc vers 15 heures. Un jogger prétendait avoir croisé un homme portant un enfant endormi vers la sortie côté boulevard des Belges. Chaque témoignage fut vérifié méticuleusement, mais aucun ne permit d'avancer dans l'enquête. Les semaines passèrent, puis les mois. L'affaire Théo Dubois devint l'une des disparitions d'enfants les plus médiatisées de France en 2008. Son visage d'ange aux boucles blondes s'afficha sur tous les panneaux enfants disparus du pays. Des émissions spécialisées comme Appel à témoins sur France 2 consacrèrent des reportages entiers à son cas. La famille Dubois déménagea 6 mois après la disparition. Rester dans l'appartement de la Croix-Rousse était devenu impossible. Chaque objet rappelait Théo. Ses jouets dans sa chambre, ses dessins collés sur le réfrigérateur, son lit avec les draps au motif de dinosaures qu'il adorait tant. Pierre prit un congé sans solde, incapable de se concentrer sur son travail d'ingénieur. Claire démissionna de son poste d'institutrice, expliquant qu'elle ne supportait plus d'être entourée d'enfants de l'âge de Théo. Emma, traumatisée par la culpabilité de ne pas avoir empêché son frère de partir, commença un suivi psychologique. Jules, lui, développa une phobie des espaces verts et refusait catégoriquement de mettre les pieds dans un parc. Les grands-parents Dubois vieillirent de 10 ans en quelques mois. Henri, qui était resté si actif malgré ses 73 ans, sombra dans une dépression profonde. Marguerite passait ses journées à tricoter des pulls pour Théo, pour quand il reviendra, disait-elle à qui voulait l'entendre.
L'enquête officielle fut officiellement classée sans suite au bout de 2 ans, faute d'éléments nouveaux. Le commandant Lacroix, peu avant sa retraite, avoua à Pierre que l'affaire Théo Dubois resterait l'échec le plus douloureux de sa carrière. Mais la famille Dubois ne renonça jamais. Claire créa une association, Les Anges Perdus, dédiée aux familles d'enfants disparus. Pierre, lui, développa une obsession pour les forums Internet et les groupes de recherche amateurs. Il passait des heures chaque soir à analyser les témoignages, à éplucher les photos de familles anonymes postées sur les réseaux sociaux, espérant reconnaître le visage de son fils quelque part. Les anniversaires de Théo étaient les jours les plus difficiles. Chaque 15 juillet, la famille se réunissait dans le silence, allumant une bougie et partageant les souvenirs du petit garçon aux yeux bleus qui avait illuminé leur vie pendant 6 courtes années. 15 ans après la disparition de Théo, Lyon avait considérablement changé. Le quartier de Gerland, autrefois industriel, s'était transformé en zone résidentielle moderne. De nombreux terrains vagues et bâtiments abandonnés avaient cédé la place à des complexes d'appartements neufs et des espaces verts aménagés. C'est dans ce contexte de rénovation urbaine que la société de construction Bouygues Immobilier avait acquis un terrain de 2000 mètres carrés dans le 7e arrondissement, près du quartier de la Mouche. Sur ce terrain se dressait une ancienne maison des années 1960, inhabitée depuis plus de 2 décennies, que les riverains surnommaient la maison du fantôme. Cette bâtisse délabrée avait toujours intrigué les habitants du quartier. Ses volets fermés en permanence, son jardin envahi par les ronces, et surtout cette aura mystérieuse qui entourait son propriétaire, un homme solitaire que personne n'avait vu depuis des années, alimentait toutes sortes de rumeurs. Lundi 23 octobre 2023, l'équipe de démolition dirigée par Didier Moreau, chef de chantier expérimenté, commença les travaux de destruction. Moreau, 45 ans, père de 3 enfants, était habitué aux surprises que réservaient les vieilles bâtisses lyonnaises. Caves oubliées, objets anciens, parfois même des découvertes historiques, il avait tout vu au cours de ses 20 ans de carrière. « Allez les gars, on commence par le toit et on descend », lança-t-il à son équipe composée de 6 ouvriers. « Et on fait attention, cette baraque a l'air fragile. » Pendant que la pelleteuse s'attaquait aux étages supérieurs, Moreau inspecta les fondations pour s'assurer de la stabilité de l'ensemble. C'est là qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une partie du sol de la cave semblait moins tassée que le reste, comme si elle avait été remuée récemment. « Kevin, viens voir ça !» appela-t-il Kevin Dubois, sans aucun lien de parenté avec la famille de Théo, son ouvrier le plus expérimenté. « Tu ne trouves pas que le sol est bizarre ici ?» Kevin, un homme costaud de 32 ans, aux mains expertes, s'agenouilla et examina le sol de béton. « Effectivement, chef, on dirait qu'il y a eu des travaux récents ici. Regardez, la couleur du ciment n'est pas la même. » Intrigué, Moreau demanda à son équipe de creuser délicatement à cet endroit. Après 1 heure de travail minutieux, ils découvrirent une trappe métallique dissimulée sous une fine couche de béton récent. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» murmura Moreau, en nettoyant la surface métallique avec ses mains. La trappe, de dimension modeste, environ 1 mètre sur 1 mètre, semblait avoir été fabriquée artisanalement. L'ouverture de la trappe révéla un escalier rudimentaire menant à une pièce souterraine d'environ 10 mètres carrés. L'odeur qui s'en échappait était un mélange d'humidité, de renfermé, et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, qui donna la chair de poule à tous les ouvriers présents. Moreau descendit le premier avec sa lampe torche. Ce qu'il découvrit le marqua à vie. La pièce était aménagée comme une chambre d'enfant. Un petit lit de camp, des jouets éparpillés au sol, des livres pour enfants empilés dans un coin. Sur les murs en béton brut, des dessins d'enfants étaient collés avec du scotch jauni par le temps. Des dessins de famille, de chiens, de maisons avec des cheminées qui fumaient. Le type de dessin que font tous les enfants du monde. Mais ce qui figea le sang de Moreau, ce fut un petit t-shirt bleu étalé sur le lit. Un t-shirt avec un dinosaure imprimé dessus, exactement comme celui que portait Théo Dubois le jour de sa disparition. « Bon Dieu !» souffla Moreau, sa voix tremblante résonnant dans l'espace confiné. « Kevin, appelle la police immédiatement !» Il remonta rapidement, le cœur battant à tout rompre.
Ces ouvriers, voyant son visage livide, comprirent que quelque chose de grave venait d'être découvert. « Personne ne touche à rien », ordonna Moreau en sortant son téléphone portable. « On arrête tout jusqu'à l'arrivée des flics. » En attendant la police, Moreau ne put s'empêcher de repenser à l'affaire Théo Dubois. Comme tous les Lyonnais de sa génération, il se souvenait parfaitement de cette disparition qui avait bouleversé la ville. Il se souvenait des affiches, des appels à témoins, du visage angélique de ce petit garçon aux boucles blondes. 15 minutes plus tard, 3 voitures de police arrivèrent sur le chantier, suivies rapidement par une camionnette de la police scientifique. Le capitaine Stéphane Roussel, de la brigade criminelle de Lyon, prit immédiatement les choses en main. « Monsieur Moreau, j'ai besoin que vous me racontiez exactement comment vous avez fait cette découverte, » dit-il en sortant son carnet. Pendant que Moreau relatait les événements de la matinée, les techniciens de la police scientifique descendirent dans la pièce souterraine pour procéder au premier relevé. Ils photographièrent chaque détail, prélevèrent des échantillons et surtout, ils trouvèrent d'autres éléments troublants. Dans une petite boîte métallique cachée sous le lit, ils découvrirent une carte d'identité scolaire au nom de Théo Dubois, datée de septembre 2008, soit exactement le mois de sa disparition. La photo montrait le visage souriant d'un enfant de 6 ans, aux yeux bleus pétillants. « Il faut prévenir les parents », dit le capitaine Roussel à son adjoint, « et retrouver le propriétaire de cette maison. Cette histoire ne fait que commencer. » La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre dans Lyon. En moins de 2 heures, tous les médias locaux étaient sur place, transformant le paisible chantier de démolition en cirque médiatique. Les journalistes de France, 3 Rhône-Alpes, de LCI et même de BFM TV convergèrent vers le 7e arrondissement, leurs camions satellites créant des embouteillages dans tout le quartier. Le capitaine Roussel, habitué à ce genre de situation, organisa immédiatement un périmètre de sécurité autour de la maison. « Personne ne passe », ordonna-t-il à ses hommes. « Cette scène de crime doit être préservée dans son état originel. » Pendant que les techniciens continuaient leurs investigations dans la pièce souterraine, une autre équipe se chargeait de retrouver l'identité du propriétaire de la maison. Les recherches au cadastre révélèrent un nom. Marcel Fontaine, 78 ans, ancien employé des espaces verts de la ville de Lyon. « Fontaine », murmura le capitaine Roussel, « ce nom me dit quelque chose. » Son adjoint, le lieutenant Marie Decroix, vérifia rapidement dans les bases de données informatiques. « Chef, Marcel Fontaine a travaillé pendant 32 ans pour les services municipaux de Lyon. Il s'occupait de l'entretien des parcs, notamment le parc de la Tête d'Or. » Un frisson parcourut l'échine du capitaine Roussel. Cette coïncidence était trop troublante pour en être vraiment une. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-il. « D'après nos informations, il est décédé il y a 3 ans dans une maison de retraite de Villeurbanne. Apparemment, il souffrait de la maladie d'Alzheimer en phase avancée. Pendant ces recherches, les parents de Théo avaient été contactés. Pierre Dubois, maintenant âgé de 57 ans, travaillait comme consultant indépendant après avoir quitté Renault Trucks. Claire, 54 ans, s'était reconvertie dans l'aide sociale et dirigeait toujours son association Les Anges Perdus. Leur mariage avait survécu au drame, mais au prix de cicatrices profondes qui ne s'étaient jamais vraiment refermées. Quand le téléphone sonna ce mardi après-midi dans leur appartement de Villeurbanne, Claire était en train de préparer le dîner. Elle ne reconnut pas le numéro qui s'affichait, mais quelque chose dans la tonalité insistante de la sonnerie lui serra l'estomac. « Madame Dubois, ici le capitaine Roussel de la police de Lyon. Pourriez-vous vous rendre disponible? Nous avons potentiellement du nouveau concernant votre fils Théo. » Claire laissa tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. 15 ans. 15 ans qu'elle attendait cet appel, qu'elle le redoutait aussi, car après tant d'années, les nouvelles ne pouvaient être que douloureuses. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant malgré elle. « Madame, il vaut mieux que nous nous rencontrions. Pouvez-vous venir au commissariat avec votre mari ?» Le trajet jusqu'au commissariat du 7e arrondissement fut le plus long de leur vie. Pierre conduisait en silence, les mains crispées sur le volant, tandis que Claire tentait d'appeler Emma et Jules pour les prévenir. Emma, maintenant âgée de 27 ans, travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot.
Jules, 24 ans, était devenu professeur de sport, ayant finalement surmonté sa phobie des espaces verts grâce à des années de thérapie. Au commissariat, le capitaine Roussel les reçut dans une salle d'interrogatoire, éclairée par une lumière blanche et crue. Sur la table étaient disposées des photos de la pièce souterraine et des objets découverts. « Monsieur et Madame Dubois, ce que nous avons découvert aujourd'hui va vous choquer, » commença le capitaine. « Nous avons trouvé ce qui semble être une cache secrète dans une maison abandonnée du 7e arrondissement. » Il leur montra d'abord les photos de la pièce. Claire porta immédiatement ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot. Pierre, lui, resta figé, comme pétrifié par ce qu'il voyait. « Ces dessins, » murmura Claire. Théo adorait dessiner. Il passait des heures avec ses crayons de couleur. Le capitaine Roussel sortit ensuite le t-shirt bleu avec le dinosaure, soigneusement emballé dans un sachet plastique transparent. « Reconnaissez-vous ce vêtement ?» Pierre ferma les yeux, les souvenirs l'assaillant comme une vague dévastatrice. C'est le t-shirt qu'il portait le jour où il a disparu. Il l'adorait, il voulait le porter tous les jours. Claire avait acheté le même en 3 exemplaires, tellement il le réclamait. « Et ceci ?» continua le capitaine en montrant la carte d'identité scolaire. Claire ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle reconnaissait parfaitement cette photo d'école prise quelques jours avant la rentrée de CP en septembre 2008. Théo avait insisté pour porter son plus beau pull, celui avec le petit ours brodé que lui avait offert sa grand-mère Marguerite. « C'est lui, » chuchota-t-elle, « c'est bien notre Théo. » Le capitaine Roussel prit une profonde inspiration avant de continuer. « Nous avons identifié le propriétaire de la maison. Il s'agit de Marcel Fontaine, ancien employé municipal chargé de l'entretien du parc de la Tête d'Or. Il est décédé il y a 3 ans. » Pierre releva brusquement la tête. « Le parc de la Tête d'Or, vous voulez dire qu'il travaillait là où Théo a disparu ?» ?»« Exactement. Et nous avons découvert autre chose. » Le capitaine sortit un carnet aux pages jaunies, trouvé dans la pièce souterraine. Marcel Fontaine tenait une sorte de journal. L'écriture est difficile à déchiffrer, mais nos experts ont réussi à traduire certains passages. Il ouvrit le carnet à une page marquée d'un signet et commença à lire « 15 septembre 2008. Il est revenu. Mon petit-fils Thomas est revenu vers moi, comme je le savais. Il était perdu dans le parc, il pleurait. Je l'ai ramené à la maison. Il ne se souvient plus de rien, mais c'est normal après tout ce temps. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire et Pierre se regardèrent, incrédules. « Thomas ?» répéta Claire. « Qui est Thomas ?» Le lieutenant de Croix intervint. « Nous avons fait des recherches sur Marcel Fontaine. Il avait effectivement un petit-fils prénommé Thomas, né en 2002. L'enfant et ses parents sont morts dans un accident de voiture en 2007. Marcel Fontaine a très mal supporté cette tragédie. Selon les témoignages de ses anciens collègues, il n'était plus le même après ce drame. » Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, révélant une vérité aussi tragique qu'inattendue. Marcel Fontaine, rongé par le chagrin d'avoir perdu son petit-fils, avait développé une obsession pathologique. Dans son esprit malade, Théo était devenu Thomas, l'enfant qu'il ne pourrait plus jamais serrer dans ses bras. « Continuez à lire » demanda Pierre d'une voix blanche. Le capitaine Roussel tourna quelques pages. 16 septembre 2008. Thomas a encore fait un cauchemar. Il dit qu'il veut retourner chez maman. Je lui ai expliqué que maman était partie au ciel, comme papa. Il pleure beaucoup. J'ai acheté des jouets pour qu'il se sente mieux. 3 octobre 2008. Thomas commence à s'habituer. Il mange mieux. Je lui ai aménagé une belle chambre en bas, bien au calme. Il aime les histoires que je lui raconte. Chaque ligne du journal révélait l'ampleur de la tragédie. Marcel Fontaine, dans sa folie, avait genuinement cru sauver son petit-fils ressuscité. Pour lui, Théo était véritablement Thomas revenu d'entre les morts. Est-ce que... Claire n'arrivait pas à formuler sa question. Est-ce que vous savez si Théo, si notre fils... Le capitaine Roussel échangea un regard avec son adjointe avant de répondre. « Madame Dubois, nous n'avons trouvé aucune trace de violence dans cette pièce. Tout porte à croire que Marcel Fontaine s'occupait de Théo comme s'il était vraiment son petit-fils. Mais... » Il marqua une pause, cherchant ses mots.
Les dernières entrées du journal datent de 2010. Ensuite, plus rien pendant des années, puis quelques lignes en 2020, juste avant que Marcel ne soit placé en maison de retraite. Il tourna vers la fin du carnet et lut « Thomas est parti rejoindre ses parents au ciel. Je suis trop vieux maintenant. Mes mains tremblent. Je n'arrive plus à m'occuper du jardin. Thomas aimait tellement les fleurs. » La révélation contenue dans les dernières pages du journal de Marcel Fontaine frappa la famille Dubois comme un coup de massue. Théo avait vécu 2 années dans cette cave aménagée. 2 années pendant lesquelles ses parents, sa sœur, son frère et ses grands-parents l'avaient cherché désespérément partout. Le capitaine Roussel fit appel à une équipe d'experts en psychologie criminelle pour analyser les écrits de Marcel Fontaine. Le docteur Sophie Marchand, psychiatre spécialisée dans les troubles délirants, fut chargée d'établir un profil psychologique de l'ancien jardinier. Marcel Fontaine souffrait de ce qu'on appelle un trouble délirant de type érotomaniaque, mais dirigé vers un enfant qu'il prenait pour son petit-fils décédé, expliqua-t-elle lors d'une réunion avec les enquêteurs. Son délire était si profond qu'il était probablement convaincu d'agir pour le bien de l'enfant. Pendant que l'enquête progressait, les fouilles dans la propriété de Marcel Fontaine s'intensifièrent. Une équipe de la police scientifique, aidée par des anthropologues légistes de l'université Lyon 2, passa au peigne fin chaque centimètre du terrain. Ce fut dans le jardin, sous un magnifique rosier rouge que Marcel avait planté en 2011, qu'ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient et redoutaient à la fois. Le docteur Alain Perret, médecin légiste, fut appelé sur place pour procéder à l'exhumation. C'était un homme de 60 ans, aux cheveux gris et aux mains expertes, habitué aux découvertes macabres, mais toujours touché par les affaires impliquant des enfants. « Nous avons trouvé des restes humains », annonça-t-il au capitaine Roussel après plusieurs heures de travail minutieux. Il s'agit d'un enfant de sexe masculin, âgé de 8 à 9 ans au moment du décès. L'analyse des dents et des os confirma ce que tout le monde redoutait. Il s'agissait bien de Théo Dubois. L'enfant était mort vers la fin de l'année 2010, probablement de pneumonie selon les premières constatations du légiste. « Il n'y a aucune trace de violence », précisa le docteur Perret. « L'enfant semble être mort de maladie. Dans l'environnement humide et insalubre de cette cave, une simple grippe a pu dégénérer en pneumonie fatale. » La reconstitution des derniers mois de Théo, basée sur le journal de Marcel Fontaine et les indices trouvés dans la cave, révéla une réalité déchirante. L'enfant avait vécu 2 ans dans cette pièce souterraine, privé de lumière naturelle, de contact avec d'autres enfants, mais apparemment choyé par un homme qui le prenait pour son petit-fils ressuscité. Marcel lui apportait des jouets, des livres, de la nourriture. Il avait même installé un petit poste de télévision pour que Thomas puisse regarder des dessins animés. Dans son délire, il protégeait l'enfant du monde extérieur qu'il percevait comme dangereux. 15 novembre 2010, lut le capitaine Roussel dans le journal. Thomas tousse beaucoup. Je lui ai donné du sirop, mais ça ne passe pas. Il dit qu'il a froid. J'ai mis plus de couverture. 22 novembre 2010. Thomas ne veut plus manger. Il reste couché tout le temps. Il me dit qu'il veut voir sa vraie maman. Je lui explique encore que je suis son grand-père et que maman est au ciel. 27 novembre 2010. Thomas est parti rejoindre ses parents cette nuit. Il était si pâle, si faible. J'ai chanté sa berceille préférée jusqu'à la fin. Maintenant, il est en paix. La dernière ligne de cette entrée glaça le sang de tous ceux qui la lurent. Je l'ai enterré près des roses. Il aimait tellement les fleurs. Quand le capitaine Roussel rapporta ses découvertes à Pierre et Claire Dubois, l'effondrement fut total. Apprendre que leur fils était mort était déjà un traumatisme insurmontable, mais découvrir qu'il avait vécu 2 années d'enfermement, qu'il avait appelé sa maman jusqu'à la fin, brisa définitivement quelque chose en eux. Il a été seul, sanglota Claire dans les bras de Pierre. Notre bébé a été seul pendant 2 ans. Il nous a réclamés et nous n'étions pas là. Emma et Jules, convoqués au commissariat pour entendre la vérité, réagirent chacun à leur manière. Emma, l'infirmière endurcie par des années de contact avec la souffrance, garda un calme apparent, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Jules, lui, explosa de rage. « 15 ans !» hurla-t-il.
15 ans qu'on se demande s'il est vivant quelque part, s'il pense à nous, s'il va bien. Et pendant tout ce temps, il était à quelques kilomètres, enfermé par ce malade mental. Le capitaine Roussel, père de famille lui-même, avait les larmes aux yeux en voyant la douleur de cette famille détruite par la folie d'un homme. L'enquête révéla également comment Marcel Fontaine avait réussi à enlever Théo sans être repéré. Ancien employé du parc, il connaissait tous les recoins, tous les passages discrets. Le jour de la disparition, il était officiellement en congé maladie, mais il avait l'habitude de venir nourrir les chats errants du parc. C'est ainsi qu'il avait rencontré Théo qui suivait le chat roux. Dans l'esprit dérangé de Marcel, cet enfant aux boucles blondes ressemblait tellement à son Thomas qu'il avait eu la certitude que son petit-fils lui était rendu. « Il faut que vous compreniez », expliqua le docteur Marchand à la famille Dubois. Marcel Fontaine ne se considérait pas comme un kidnappeur. Dans son délire, il était convaincu de retrouver son petit-fils. Pour lui, Théo était vraiment Thomas. Cette explication n'apportait aucun réconfort aux parents de Théo, mais elle permettait de comprendre pourquoi l'enfant n'avait subi aucune violence physique. Marcel l'avait traité comme son propre petit-fils, avec l'amour délirant d'un grand-père en deuil. Les obsèques de Théo Dubois eurent lieu 1 mois après la découverte de ses restes, dans la plus stricte intimité familiale. 15 ans après sa disparition, la famille pouvait enfin faire son deuil. Mais ce deuil était chargé d'une culpabilité et d'une douleur que rien ne pourrait jamais apaiser. L'église Saint-Nizier, dans le Vieux-Lyon, accueillit une cérémonie sobre et déchirante. Pierre avait insisté pour que les médias soient tenus à l'écart. « Théo mérite de partir dans la dignité », avait-il déclaré. Les grands-parents Dubois, Henri et Marguerite, maintenant âgés de 88 et 86 ans, furent profondément bouleversés par la vérité. Henri, qui se reprochait de n'avoir pas mieux surveillé son petit-fils ce jour-là au parc, sombra dans un mutisme total. Marguerite, elle, trouva une forme de paix dans le fait de savoir enfin ce qui était arrivé à Théo. « Au moins, on sait qu'il n'a pas souffert de violence », murmura-t-elle à Claire en sortant de l'église. Cet homme était malade, mais il l'aimait à sa façon. Emma prit un congé de plusieurs mois à l'hôpital. La révélation sur le sort de son petit frère avait rouvert des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Elle se reprocha encore une fois de ne pas avoir couru plus vite ce jour-là, de ne pas avoir empêché Théo de suivre ce chat. Jules, lui, canalisa sa colère dans l'action. Il rejoignit l'association Les Anges Perdus, créée par sa mère, et se spécialisa dans la prévention des enlèvements d'enfants dans les écoles. L'affaire Marcel Fontaine souleva de nombreuses questions sur le suivi des personnes en détresse psychologique. Comment un homme, présentant des signes évidents de troubles mentaux, avait-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? Pourquoi ses anciens collègues municipaux n'avaient-ils pas alerté les autorités quand ils avaient remarqué son comportement étrange après la mort de son petit-fils? Une enquête administrative fut ouverte pour déterminer les responsabilités de la ville de Lyon dans cette tragédie. Il apparut que Marcel Fontaine avait effectivement présenté des signes de décompensation psychologique après 2007, mais qu'aucune mesure d'accompagnement n'avait été mise en place. « Le système a failli », déclara le maire de Lyon lors d'une conférence de presse. « Nous devons tirer les leçons de cette tragédie pour que de tels drames ne se reproduisent plus. » Des mesures furent prises pour améliorer le suivi psychologique des employés municipaux, particulièrement ceux travaillant dans des espaces publics fréquentés par des enfants. La maison de Marcel Fontaine fut entièrement détruite. À la place, la ville de Lyon décida d'aménager un petit square dédié à la mémoire des enfants disparus. Une plaque sobre rappelle le nom de Théo Dubois et celui de tous les enfants qui n'ont jamais retrouvé le chemin de la maison. Pierre et Claire Dubois donnèrent au journal de Marcel Fontaine à l'Institut de psychiatrie de Lyon pour que les étudiants en médecine puissent étudier les mécanismes du trouble délirant. Si l'histoire de Théo peut aider à mieux comprendre ces maladies et à éviter d'autres tragédies, alors sa mort aura eu un sens, déclara Pierre. L'association Les Anges Perdus, dirigée par Claire, connut un développement important après l'affaire Théo. De nombreuses familles d'enfants disparus vinrent chercher du réconfort et des conseils auprès de celles qui avaient vécu l'impensable et qui avaient survécu.
Claire développa un protocole d'accompagnement des familles basé sur son expérience douloureuse. Il faut garder espoir, mais il faut aussi se préparer au pire, expliquait-elle aux nouveaux adhérents. L'important, c'est de ne jamais cesser de chercher la vérité, même si cette vérité fait mal. 5 ans après la découverte des restes de Théo, la famille Dubois avait appris à vivre avec cette vérité atroce. Pierre avait repris son travail de consultant, Claire continuait son combat pour les enfants disparus, Emma était devenue chef de service à l'hôpital, et Jules dirigeait maintenant un centre de formation pour les enseignants sur la prévention des risques. Ils se retrouvaient chaque année le 13 septembre, date de la disparition de Théo, non plus dans la douleur de l'incertitude, mais dans le recueillement d'un deuil enfin accepté. Ils venaient fleurir la tombe de Théo au cimetière de la Croix-Rousse, où reposait maintenant leur petit garçon aux boucles blondes. « Tu sais, dit un jour Claire à Pierre en déposant des roses sur la tombe, je crois que Théo aurait voulu qu'on aide les autres. Il était comme ça, notre petit, toujours prêt à consoler un camarade qui pleurait. » L'affaire Théo Dubois marqua profondément Lyon et la France entière. Elle révéla les failles du système de protection sociale, mais aussi la complexité des troubles mentaux et les drames qu'ils peuvent engendrer. Marcel Fontaine n'était pas un monstre au sens classique du terme. C'était un homme brisé par le chagrin, dont l'esprit avait basculé dans une réalité alternative où enlever un enfant était un acte d'amour. Cette nuance ne pardonnait rien, n'excusait rien, mais elle permettait de comprendre l'incompréhensible. Au parc de la Tête d'Or, une petite plaque discrète fut installée près du lac, à l'endroit exact où Théo avait disparu. Elle porte simplement ces mots, à la mémoire de Théo Dubois et de tous les enfants perdus, que leurs souvenirs nous rappellent de toujours veiller les uns sur les autres. Cette affaire nous montre comment la maladie mentale peut transformer une personne ordinaire en ravisseur, et comment une famille peut survivre à l'impensable grâce à l'amour et la solidarité. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous deviné la vérité sur Marcel Fontaine? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce type de contenu et voulez découvrir d'autres affaires mystérieuses comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like pour soutenir notre travail et partagez avec quelqu'un qui pourrait s'intéresser à cette histoire.